qu'elle batte une Osaka, tu sais, c'est une histoire En soi. En soi. Ah ouais, T'sais. vraiment. Puis après ça, ben, t'en rajoutes, puis t'en rajoutes, puis t'en rajoutes. Puis là, elle se rend contre Raducanu, puis là, tu te dis, bon, ben évidemment, tout est possible. Ouais. Puis là, pour faire le pont vers, justement, Raducanu qui, rien contre Leila, mais honnêtement, elle a volé totalement le show, si on veut, dans ce tournoi-là. Ben, tu sais, c'était une des meilleures quinzaines, un des meilleurs tournois qui a été connu depuis longtemps. Là. Mesdames, messieurs, bonsoir en direct de ma chemise Le Château. Bienvenue au Ouais. Pousse une balle. Aujourd'hui, Tu avais pensé combien de temps à ça? Ça fait longtemps que tu y as pensé. Ça, je la traîne. Là. Comme 2 heures qu'on est ici. Là. Ça va pense à faire sa un chemise. solide 20 minutes. Je vais régler le son de mes écouteurs pendant ce temps-là. Fais l'intro. Ouais, ok. C'est totalement, ça me prend totalement au dépourvu. Hey, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sujet de l'heure. Littéralement. Le US Open qui est terminé depuis dimanche passé. Ah ouais, le US Euh, Open 2021. Très, un très beau US Open. Ah ouais, inusité Ouais. aussi par les Inusité. résultats qu'on va aborder au cours du podcast, là, mais ça a été de sacrées joutes tennistiques. Haut en émotion. Avez-vous déjà vécu un US Open aussi haut en émotion? Non, je pense pas. Pas le US Open 2019 d'Andreescu. Ah oui, ben oui. Ouais, Sans J'oublie. doute, sans doute. Mais- mais Mais on n'avait pas autant globalement all across the board une domination canadienne comparé à cette année. Québécoise. Et québécoise. Faut le surtout. dire. ben, Faut le mentionner. je pense qu'on pourrait dire juste québécoise quasiment, là, parce que c'est vraiment... Pour qui t'as voté aux élections, là, non? Ouais, C'est vrai. là. Mais voter, c'est important. c'est vrai, ça va sortir après. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Là, le Québec, les 4 fleurs de lys qui sont bien représentées. Puis, je pense qu'il y a eu un engouement généralisé là, pour le tennis pendant ces 2 semaines-là. Ça a été assez génial. Là, je prends une petite anecdote quand on a été déjeuner juste après, juste avant la finale féminine du US Open. Je pense que Oui. les deux tables à côté de nous parlaient de tennis littéralement. Tu sais, nous, on parle de tennis souvent, là, mais comme On se l'est mentionné. Là. de voir des tables genre qui parlent de Leila, qui parlent de Tsiprov, c'était juste vraiment impressionnant là, de voir comment que la majorité de la population a suivi quand même de proche les résultats de nos petits Québécoises. Donc, Vraiment. c'était assez hot. Clairement, Vraiment. une popularisation de Leila Fernandez que le grand public ne connaissait pas avant qu'elle batte Osaka, premièrement. Ah ouais. 3e tour du US Open, Exceptionnel. tu sors la championne en titre, c'est pas piqué des verres. Exceptionnel. Son nom était sur toutes les lèvres, puis c'était un parcours de rêve pour Leila. là. Mais franchement, est-ce que vous pensiez, les gars, qu'elle allait poursuivre son parcours après sa victoire à l'arrache contre une numéro 3 mondiale avec la stature de Naomi Osaka? Vraiment. Ben sincèrement, Avec l'effort qui a été déployé. je pense que ça serait erroné de dire comme quoi qu'on s'attendait à ce que ça soit une finale. Parce là, que comme- oui, erroné était le bon mot. Dites ce que vous voulez, On les t'aime, gars. on t'aime. Non, mais dans le sens, c'est juste que Fernandez, elle a eu un parcours magnifique. Je mets pas ça en question, mais je pense qu'après sa victoire contre Osaka, je pense qu'on était juste content du résultat, qu'elle passe au 4e tour, mais jamais personne n'aurait pu prévoir qu'elle enchaîne Kerbers, Vitolina, Sabalenka pour se rendre en finale du tournoi. Là, c'est surréel. Puis Ouais. à la base, moi, je vais être honnête, je la voyais pas à court terme avoir un potentiel qui la permettait de faire d'aussi bons résultats en Grand Chelem. Là. Faut être honnête, genre, ça fait pas longtemps que c'est la petite fille de 16 ans qu'on a vu jouer à Granby. On a vu l'œil du tigre à ce match-là, mais tu sais, c'est quand même, elle a eu 19 ans pendant la quinzaine, de faire des résultats aussi puissants, jamais j'aurais pu dire ça. Ouais, parce qu'au final, Leila Fernandez, avant le tournoi, c'était 73e mondial. Donc, oui, elle avait montré des belles choses, mais honnêtement, de l'avoir débloqué
moi, je trouve, ben, en tout cas, tout le long du tournoi, je le répétais, mais ça me rappelle tellement 2019 avec Andreescu. Andreescu avait... C'était différent. Là. Andreescu avait déjà eu 2 titres en tournoi qui sont des gros tournois. Là. Je vais toujours dire majeur, mais bon, des 1000. Ouais, des 1000. Qui ne l'étaient pas encore à cette époque-là. Des WTA 1000. Ouais. 2 déjà. Fait que je pense qu'il y avait déjà... En plus, c'était sur cette surface-là, c'était sur du dur extérieur. Donc, je pense vraiment qu'il y avait... On voyait le potentiel en Andreescu. Il y avait, malgré le fait que le parcours était génial d'Andreescu, il y avait quand même une certaine attente du public. Si je me retrouve au US Open 2019, on s'attendait à ce qu'elle fasse une performance. Peut-être que de gagner le tournoi, c'est pas tout le monde qui envisageait ça, mais on s'attendait à un résultat quand même impressionnant en 2019, mais Fernandez, comme si personne l'a vu venir, là, genre c'était sorti de nulle part. Là. Ouais, je suis 100% d'accord, puis probablement encore moins Raducanu. Ça aussi, c'est fou. Je pense que je peux dire que c'est la finale peut-être la moins attendue de l'histoire, la plus surprenante. J'aimerais, s'il y a quelqu'un qui avait prédit cette finale-là, qui nous le dise honnêtement. Appelez-nous. Imaginez, là, mettons, là, c'est vraiment hors sujet, mais les cotes, genre au niveau des mises de jeu, si tu avais prévu au début du tournoi, comme quoi que la finale, genre c'était Raducanu Fernandez, je pense sincèrement que si tu mets un 20$, t'es millionnaire. T'es riche. T'es riche en tabac. Ouais. Mais non, vraiment... Pour en revenir rapidement avec Leila, parce que ça a été vraiment comme le sujet de l'heure vraiment du US Open. Elle avait gagné ses 2 premiers matchs en 2-7. Puis après ça, elle s'est ramassée en 3e ronde contre Osaka. Elle gagnait en 3-7 en revenant de l'arrière. Perdait 1-7-0. Avait l'air battue dans le 2e set. Osaka se servait pour le match. Boum, elle gagne ce match-là 6-4 au 3e. Après ça, Kerber, Svitolina, Sabalenka, back-à-back après Osaka, en 3-7, les 3. Donc, c'est... Je pense qu'il n'y a pas... Pour le sens du drame, du moins, c'est des matchs qui étaient vraiment excitants. Puis vraiment fou à regarder. Et pour ceux qui sont peut-être moins familiers là, avec ces joueuses-là, qui suivent un peu moins le tennis féminin, tu sais, Naomi Osaka, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de la présenter. 3e tête de série, 3e joueuse mondiale. Déjà 4 grands chelems, si je ne me trompe pas, à son actif. Comme c'est vraiment une joueuse. Kerber, une joueuse malade. J'ai oublié de dire le malade. J'ai oublié de dire l'adjectif. C'est vraiment une joueuse. C'est 100% une joueuse. Il n'y a pas... Kerber, c'est une gagnante de grand chelem. Oui, aussi. Elle n'a rien à prouver. Svitolina dans le top 10. Sabalenka qui est 2e. C'est comme vraiment un parcours. C'est toutes des top 10 sauf Kerber qui est 15e. Puis Kerber qui a quand même prouvé par le passé son talent. Là, fait que c'est vraiment un parcours qu'on s'attendait pas. Puis qu'à chaque fois qu'elle se rendrait plus loin, on disait tout le temps, bon ben là, ça va être la fin. Comme c'était bien beau, on y a cru, mais à chaque fois, elle surpassait les attentes, puis elle s'en sortait. Là, c'était complètement fou. Surtout contre Osaka, personnellement, en regardant le match d'Osaka Fernandez, je me disais, Osaka, tu vois que mentalement c'était plus difficile ce match-là. Tu te disais, ok, peut-être que c'était un peu un fluke de battre Osaka, peut-être. Un peu un coup de chance, si on veut. Peut-être. Mais quand tu bats après ça, Kerber, Svitolina qui a gagné la médaille de bronze, Kerber championne de Grand Chelem, Sabalenka deuxième mondial et qui est probablement dans le top 3 des meilleures joueuses au monde depuis quelques années là, dans les résultats avec Barty et Osaka. Mm-hmm. Sabalenka qui mène 3-0 au premier set, tu te dis bon, c'est là que ça se finit. Et non, moi ce qui m'a fasciné cette semaine puis ce qui m'a montré peut-être pourquoi Leila avait plus de potentiel que je pensais, c'est sa capacité à trouver des solutions et à résoudre les problèmes là. Parce qu'elle a joué contre des joueuses qui sont toutes dans le top 10 ou dans l'élite et qui jouent toutes très différents, là, tout un style de jeu très différent, et à chaque fois, elle a réussi à s'en sortir. Sabalenka, pour moi, c'est un bon exemple quand elle tire de l'arrière 3-0. Sabalenka, qui est une grosse frappeuse, qui est intimidante. C'est fou quand même de revenir de ça. Là. Non, ouais, 100%. C'est... Ben, déjà, qu'elle batte une Osaka, tu sais, c'est une histoire en soi. En soi. Ah ouais, vraiment.
Puis après ça, ben, t'en rajoutes, puis t'en rajoutes, puis t'en rajoutes. Puis là, elle se rend contre Raducanu, puis là, tu te dis, bon, ben évidemment, tout est possible. Ouais. Puis là, pour faire le pont vers, justement, Raducanu qui, rien contre Leila, mais honnêtement, elle a volé totalement le show, si on veut, dans ce tournoi-là. Ben, tu sais, c'était une des meilleures quinzaines, un des meilleurs tournois qui a été connu depuis longtemps. Là, Qui a été joué. Puis Ah, c'était, tu sais, les records qu'elle a battus ici, là, on en a une liste, c'est fou. Peux-tu là. faire un petit topo sur le parcours de Raducanu je peux vers faire la gloire? Un petit topo sur sa quinzaine, qui Ouais. était pas une quinzaine, qui était plutôt une 21e. Ah ouais, Mais, parce qu'elle a dû passer par les qualifications pour se rendre sur le tableau principal du tournoi. Fait que c'est-à-dire, c'est de faire des 3 matchs de plus exactement, c'est Ouais. 3 pour matchs. accéder au tableau principal. Fait que c'est des matchs qui sont peut-être moins présentés à la télévision, mais c'est juste pour accéder au tableau principal et pouvoir Exact. jouer au tournoi. Il y a comme un mini tournoi pour se rendre au tournoi qu'elle a gagné forcément. C'est bien expliqué, ouais. Puis ça témoigne que son classement n'était pas dans les plus hauts. Elle pouvait pas se qualifier au Grand Chelem, tournoi qui accepte combien de joueurs? 128. 128, mais là-dedans, tu as des qualifiés. Donc, T'as des wildcards, j'oserais peut-être dire 104, 105. Fait que Premier joueur mondial. ça, joueuse c'était mondiale. son classement à peu près avant la quinzaine, sachant que Ben, en réalité, Raducanu, elle a joué Wimbledon, elle a commencé Wimbledon, elle était 388. Fait que Ah ouais. ça, c'est 3-4 mois. Là. Elle n'a Ouais. pas encore joué de vrais tournois WTA 500, 200. Ah oui, c'est fou puis, comment... pour clarifier un peu, était 150e avant le tournoi. Ok. Fait que ça répond un peu. Il était pas... je pense qu'il était même pas de tête de série là, dans les qualifications. Donc, Je c'est t'aime un peu, c'est ouais. malade mental. là. Je t'aime un peu on the spot. Est-ce que tu avais comme son parcours contre qui elle a joué? Non. Raducanu? Non, mais de mémoire, elle a battu Sakari Ouais. en Qui demi. était celle qui a fait tomber oui, Andreescu. Andreescu. De mémoire, elle a battu Shelby Rogers, qui est une Qui américaine. avait battu elle-même Barty. Barty. Elle a battu Soribes Tormo 6-0, 6-1. Ça, c'est Mhm. sévère pour une joueuse top 30 établie. Là. Soribes Tormo, mettons que j'avais à faire un parallèle avec un joueur de l'ATP, là, mettons. C'est mettons... Tu sais, un genre de schtrouff, là, qui peut battre n'importe qui quand il sort une vraie game. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ouais, Genre, vrai, ouais, elle est ouais. chiante à pogner parce qu'elle est pas dans les meilleurs classés, puis elle peut sortir n'importe qui Ouais. parce qu'elle est très all-around, très puissante. J'haïs quand tu utilises Yann Lennart, tu Et trouves, je vais prendre pour comparer n'importe qui. que je pourrais Mais- dire, mais non, mettons un mais Bautista Agut, mais il est mieux classé que Soribes Tormo encore, mais... Mais leur plafond est sûrement similaire. Ouais. Honnêtement, tu sais, Ouais, des c'est joueurs c'est une similaires. joueuse qui est peut-être pas au niveau de son classement en meilleure figure, en meilleure position, mais que sur une bonne journée, elle peut battre littéralement n'importe qui. N'importe là. qui. Donc, Raducanu, en gros, elle avait battu comme des joueuses de ce calibre. Elle avait pas eu, honnêtement, le tableau le plus difficile, mais c'est plutôt la façon dont elle est passée à travers de Sans ce perdre de tableau-là. 7 dans tout Exact. le tournoi. Et là, je compte les C'est qualifications ça, aussi. là. 27 gagnés, 0 perdu, donc jamais été vraiment inquiété. Son set le plus serré pour ceux qui jouent au tennis. 7-5. Elle s'est pas rendue au tie-break jamais du tournoi. C'est complètement. Ce qui est vraiment irrespectueux ouais. envers quiconque qu'elle a affronté. Puis Emma Raducanu, tu sais, pour ceux qui la connaissent pas, à part de loin, elle vient d'Angleterre, une British, qui est née au Canada, si je me trompe pas. Ouais, tu disais, elle vient d'Angleterre comme ben, si elle était née là-bas. sa nationalité, sa Ouais, nationalité. Ouais, vient d'Angleterre. chez elle nous. est britannique. Mais oui, en effet, elle est née à Toronto, au Canada. Puis, by the way, c'est dans ses autres records là, qu'elle a rapidement, là, pour finir sur son topo, c'est la première britannique à gagner un grand chelem depuis 77. Donc, quand même. Puis, c'est la première femme ou homme à sortir des qualifs et gagner un grand chelem. Donc, évidemment que ça, c'est pas vraiment une surprise pour personne Mhm. parce que juste accomplir ça en soi, pratiquement impossible. T'sais, tes chances, comme on en parlait tantôt, pratiquement nulles de faire ça. Puis, c'est la plus jeune à gagner un grand chelem depuis 2004. On se souvient de Maria Sharapova. je pensais ouais. que ça allait être Williams. Mais Non, c'est vraiment ouais, tu sais, Sharapova. c'est beau son parcours à elle. Pourquoi? Parce que, tu sais, Elena Fernandez, oui, peut-être clairement, son plafond
a été dépassée, du moins selon plusieurs. Là. Personne ne s'attendait à ce qu'elle performe aussi vite, aussi rapidement. Mais Raducanu, si tu remontes avant Wimbledon, qui s'attendait? Est-ce que, tu sais, on a fait un épisode sur qui allait finir. Tu sais, comme, c'était impossible, on dirait, à concevoir que cette joueuse-là allait arriver aussi vite, aussi fort. Et puisqu'à Wimbledon, pour ceux qui ne le savent pas, elle s'est rendue au 4e tour pour ensuite abandonner à cause d'une blessure. Donc, elle a techniquement même pas perdu à Wimbledon. Fait que c'est quand même là, beaucoup de matchs de Grand Chelem gagnés de suite, là, tu sais, quand tu analyses ça. C'est fou. Plus de matchs de Grand Chelem gagnés en carrière que de matchs de tableau principal d'autres événements. C'est vraiment fou. Donc, c'est un parcours vraiment qu'on voit une fois par lune, honnêtement. Par lune? C'est une expression que j'adore utiliser. Une fois par lune. Ouais. Les gars, est-ce que je vous ai fait rire? La lune est souvent là, c'est juste ça. Ouais, mais pas nécessairement la lune, plus une phase de la lune. Anyway, tout ça pour enchaîner vers quelque chose de moins malaisant. Justement, on disait que elle a jamais joué de 3-7 sur le circuit de la WTA. En carrière, sur le circuit de la WTA, jamais joué un 3-7. Donc, évidemment qu'elle n'en a pas perdu non plus. Ouais, c'est quoi? Genre, moi, je comprends pas d'où elle sort. De où elle nous vient. Je comprends qu'elle est forte. À Wimbledon, pour vrai, je l'avais dans mon radar. Là. Vraisemblablement, elle avait quelque chose de spécial. Mais là, c'est sorti de nulle part, là, vraiment. Sachant que déjà à Wimbledon, c'était un laissez-passer parce qu'elle est britannique et que ça se passe là-bas. Mais elle était pas dans le top 350. Puis se rendre déjà au 4e tour, c'était malade. On en parlait, tous les gens en parlaient là, déjà. Là, avec ce qui vient de se passer au US Open, c'est fou. Puis mettons qu'on revient au match en tant que tel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Parce que ça me semble être un match un petit peu unidirectionnel. 6-4, 6-4. 6-4, 6-3. 6-4, 6-3. Puis, bon, Leila, peut-être à 5-3 au service pour le match Raducanu. Leila semble nous montrer des petits signes que peut-être qu'elle peut revenir dans le match. Elle a un peu le momentum, elle sourit un petit peu plus. Et balle de bris. Il arrive la fameuse petite blessure, petite controverse au Raducanu. Je sais pas ce qui y arrive pour qu'elle se mette à saigner. Honnêtement, nous, on va être 4 sur table. On travaillait les 3 pendant ce match-là. Fait qu'on essayait de suivre le match le mieux qu'on pouvait, mais c'était un peu compliqué. Mais tu sais, c'était 30-40. Ouais. Balle de bris pour Leila. Là, petite blessure, elle se met à saigner. Puis ça, c'est une règle que personne connaissait avant ça. C'est que, c'est une vraie règle. J'ai déjà vu ça, ouais. C'est une règle qui existe, mais quand il y a du sang sur le terrain ou que tu es en train de saigner, si toi tu saignes, faut que tu prennes une pause. C'est une pause, ouais. Faut régler ça. Ça, le tennis veut pas avoir de sang. Non, compris? Non. Mais ça revient au point du tennis, qui est un sport tellement conservateur. Là. C'est comme... Le sang, ça existe pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de sang ici. Puis là, pour finir ton histoire... ouais, peut-être. Continue. Je veux pas dire que ça a un peu brisé le momentum. Je pense que peut-être que Raducanu avait le edge tout le long, elle le mérite. Mais... Les mauvaises langues diront. mais tu sens que ça a un peu shaké Leila, qui était un peu fru au début, parce que c'est pas tous les joueurs et toutes les joueuses qui connaissent cette règle-là nécessairement. Ils connaissent pas toutes les règles, là, tu peux pas leur demander. Fait que Leila, un peu fru, parle à l'arbitre. Elle a fini par dire après le match qu'elle comprenait puis que tout était chill entre elle et Raducanu, mais c'est quand même un moment assez opportun pour se mettre à saigner. Ben, nous, je me souviens, surtout avec Alex, notre première interaction concernant ça, c'était parce que nous, vraiment, on suivait les points en direct. Là. Donc, on regardait même pas le match. Là. Le LTA est cher de ce temps-ci. Puis, au final, on regarde le match, puis ça gèle. Là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Les points n'avancent plus. Puis en plus, là, c'est balle de bris Fernandez à un moment complètement crucial d'une finale de d'une finale de Grand Chelem. Là, on capote. Là, je l'appelle. Là, nous, honnêtement, notre première réaction, évidemment, étant des fans de Fernandez, ça se fait pas. Tu prends pas un temps mort médical à 5-3 quand tu mènes, alors que l'autre a le momentum potentiellement. Par la suite, je pense qu'on a bien compris que c'était même pas sa décision finale à Raducanu. C'était vraiment l'arbitre qui a pris la décision de on arrête le jeu jusqu'à ce que toi tu sois tapé.
Ouais, c'était une technicalité. Là. Ah ouais. Pas de contrôle là-dessus. Non, puis pas de controverse au final, vraiment. Là, Mais je pense que c'est juste que Fernandez était vraiment, je pense, la chouchou. Ben, notre chouchou, forcément, est québécoise, elle vient de Laval. Mais même, genre, des personnes, genre, au US Open, là, genre, elle avait vraiment un soutien énorme durant la quinzaine. Fait que c'est sûr qu'en live, les émotions dépassent peut-être la pensée. Il y a ça qui se passe, puis là, elle se battre tout de suite après sur le même jeu. Fait que forcément, il y a une espèce de... Il y a une espèce de truc, le monde va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils peuvent pour un peu... En fait, on s'est demandé s'il allait peut-être avoir une petite controverse, mais pas pantoute. Non, au final, non, vraiment pas. Ça fait partie des règles. Fait que ça, c'est pour le parcours de Fernandez. Peut-être qu'en finale, peut-être qu'on sentait un petit peu de fatigue dans les jambes. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment... Je vous relance rapidement là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ça comme excuse, sachant que elle aurait pu être fatiguée depuis la 3e ronde, depuis la 4e ronde, parce qu'elle a joué des longs matchs back à back à back à back. Mais moi, mon take là-dessus, c'est pas sous la fatigue que je mets peut-être le blâme. C'est plus au niveau de la gestion, peut-être des moments critiques. Autant contre Osaka, Stelina, à toutes les fois qu'on venait dans un moment crucial dans le match, on dirait que Layla réussissait toujours à avoir le edge sur son adversaire. Puis contre Raducanu, c'est ça forcément qui n'a pas marché. À toutes les fois qu'il y avait des balles de bris, peu importe, jamais ça allait du bord à Layla. Ça allait tout le temps du bord de Raducanu qui sortait du gros tennis. Puis au final, c'est ce qui a fait en sorte, je pense que ça a fini 6-4, 6-3, là, comme vous disiez tantôt. Mais Raducanu, au final, dans son parcours complet, n'a pas eu à jouer de points de points vraiment décisifs. Ah ouais. Je pense que c'est là qu'elle est allée chercher sa force rendue en finale. Elle savait qu'elle n'avait pas, ça faisait comme 9 matchs, qu'elle n'avait pas eu à avoir de gros moments de pression, de comment je gère ça et tout. Toujours en train de mener. Tu sais, un moment donné, elle, dans sa tête, je pense pas qu'il y avait moyen qu'elle perde cette finale-là. C'est toujours plus facile de jouer quand t'es en avant qu'en arrière. Tandis que Fernandez, elle regardait son parcours et elle était comme, ouais, c'est sûr que il y a une certaine place contre Osaka, et mon Dieu, j'aurais pu l'échapper. Contre Kerber, j'aurais pu l'échapper. Contre Svitolina, très serré 7-6 au 3e. Sabalenka, 6-4 au 3e. Très serré, très tendu. Sabalenka qui rate sa dernière sortie au service. Donc, je sais pas. Là. Tout le crédit revient à Raducanu. Ouais, 100%. Et c'est donc dommage que ça fasse pas partie de notre équipe pour la Billie Jean King Cup. Ça, ça ferait une popée. Fernandez, Raducanu. Andreescu, n'importe quand. Petit coup. Les 3 jouent en 5. Un monstre à 2 têtes. C'est malade. On aurait toute qu'une équipe avec Dabrowski en double. Mais faut en laisser pour les autres. Parlant de Dabrowski rapidement. Dabrowski, Dabrowski avec sa partenaire Luisa Stefani, la brésilienne, qui ont le parcours. Probablement que c'était, en arrivant au US Open, l'équipe de double la plus chaude de la WTA. Ça allait bien. Ça arrivait avec beaucoup de confiance. Elles étaient favorites quand même, vraiment. Honnêtement. Pratiquement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils étaient peut-être 3e tête, mais dans l'absolu, probablement l'équipe que tu veux pas pogner, ou le plus tard possible. Et là, c'est malheureux. Elles se rendent en demi-finale. Stéphanie doit quitter au tie-break parce qu'elle s'élance une jambe, genre elle tombe, puis blessure à la jambe. Tout est correct finalement, le tweet est le lendemain, tout est beau, ça devrait revenir assez vite. C'est juste dommage parce que c'était tellement une belle run, tu les sentais en confiance, assez fortes. Moi, je les ai vus jouer à l'Omnium Banque Nationale cet été, puis c'était dominant comme duo. Ah non, sont bonnes en double. Je me rappelle qu'on se disait, tu sais, pendant, je sais plus si c'est l'épisode des joueurs et joueuses canadiennes, on se disait que Dabrowski, ce qui était dommage par rapport à Fitchman qui s'est trouvé Juliana Olmos comme partenaire steady, ben Dabrowski, elle avait pas trop quelqu'un au début de l'année. Et là, elle s'est trouvée Stéphanie avec qui ça match. C'est des bonnes amies dans la vie avant d'être des partenaires de double. Ça roule au bout. C'est dommage qu'elle puisse pas se rendre au bout, mais quelle performance de se rendre en demi-finale encore une fois. Puis, fun fact, parce que je suis peut-être le seul qui a remarqué ça, mais aux Olympiques, Stéphanie et sa compatriote brésilienne ont battu Dabrowski-Fishman. À ce moment-là, Dabrowski et Stéphanie n'avaient jamais joué en double ensemble. C'est vrai. Par la suite, ils s'en vont en Amérique du Nord se mettre à casser des gueules partout. Puis honnêtement, c'est une drôle d'histoire, je trouve, parce que vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un
comme Dabrowski qui a aussi bien pris une défaite aux Olympiques. Pour vrai, c'était... donc, props à elle, là, vraiment, d'avoir passé au-dessus. Puis, c'était son ami d'abord et avant tout, mais vraiment... Très hot, ça, comme parcours cool. aussi. Là, Et, peut-être un peu plus méconnu c'est du grand public, là, parce que... je pense pas qu'on a entendu parler beaucoup. Là. moins c'est médiatisé, mais une demi, c'est une demi. Là. Puis Dabrowski, ça roule en ce moment. Là. Ça va jouer au championnat de fin de saison, ça, mesdames, messieurs. Si Stéphanie le peut. Ouais, sinon, moi, de ce que j'entends et de ce que je lis, ça devrait revenir ensemble en 2022. Fait qu'on les revoit à l'Open d'Australie si jamais. Mais sinon, ça serait cool qu'ils continuent. Ah, j'aimerais ça qu'ils puissent jouer. On n'a pas parlé encore d'une autre personne qui a fait un parcours assez exceptionnel. Ben là, je pense que tout le monde le sait. Là. Quand même, Félix Auger-Aliassime qui a fait une demi-finale de Grand Chelem, sa première demi-finale en Grand Chelem. Un parcours assez mémorable aussi pour Félix. C'est quand même de se dire que tu étais rendu au même stade du tableau que Medvedev, Djokovic et Zverev, qui sont fort probablement les 3 joueurs les plus chauds en ce moment. C'est un top 3 en ce moment. Ça. Fait que c'est fou de se dire que Félix faisait partie de ces demi-finales-là au final. Vous avez pensé quoi, vous, du parcours de Félix Auger-Aliassime? Tu veux y aller, Alex? Vas-y. Je voulais juste que tu me dises que je peux y aller. Non, honnêtement, moi, j'ai été vraiment impressionné. Je sais que pour beaucoup de gens, ils vont essayer de dévaloriser un peu son parcours en disant que ses adversaires étaient un peu moins coriaces qu'à l'habitude, un peu moins à la hauteur d'un grand chelem qu'on en est habitué. Mais honnêtement, je regarde son tableau. Donskoy, Zapata, Miralles, oui, c'est pas super difficile comme 2 premières rondes, mais Donskoy, un peu toujours tricky. Zapata, Miralles, mais outre ça, moi, ce que j'aime de Félix, c'est qu'il passe à travers ces rondes-là. Parce qu'on l'a vu dans le passé. Puis là, c'est là que j'en viens à mon point de la maturité là, qui commence à se faire sentir. Exponentiellement s'en vient. Là. On l'a vu dans le passé perdre contre des joueurs contre qui il était, classement pour classement, censé gagner. Ah ouais, forcément. Surtout en Grand Chelem. Vraiment, là, on dirait que ça a été un peu sa bête noire pendant un certain moment. Puis là, honnêtement, Donskoy, c'était pas facile. Il gagne 3-7. Il gagne en 4-7, en fait, 3 tie-breaks qu'il gagne. Donc vraiment solide en tie-break. Zapata, Miralles, c'est mieux, c'est en 3-7. Déjà, il est toujours plus confortable en deuxième ronde. Le gros match de son tournoi, honnêtement, on va en parler. Là, RBA. Mais RBA, Bautista Agut qui se pointe sur le terrain ce jour-là pour tout casser. Honnêtement, il était tout feu, tout flamme. Si vous avez déjà vu jouer Bautista Agut, vous savez que c'est un joueur qui, dans ses meilleurs jours, ne va pas concéder aucun point. Va te faire travailler pour tous tes points. Échange. Chaque point, c'en est rochant. Puis Félix passe à travers de ça en 5-7. Puis j'aime encore la façon dont il passe à travers parce qu'il mène 2-7-0. Pas les 2 prochains. 2-2. Là, tu te dis forcément, Bautista Agut a le dessus. Il a le momentum, l'expérience. Lui, il en a gagné des matchs Grand Chelem. Ben non. Félix, sans complexe, arrive dans le 5e set, remporte ça 6-3 le 5e set. Très fort. C'était un sacré match. Pour ceux qui n'ont pas écouté, là, allez voir les highlights. Honnêtement, moi, ça serait dans les meilleurs matchs que j'ai vus du US Open. C'était fou. En tout cas, c'est le match charnière de son parcours. Parce que quand il a passé Bautista Agut, Bautista Agut, c'est quelqu'un qui peut faire chier tous les meilleurs joueurs du monde. À 100%. Fait que passer au travers de ça, là... ta confiance se multiplie. T'es prête pour tes prochains tours. Puis c'était juste tellement impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça fou. Après ça, 4e ronde, Tiafoe. Il bat en 4-7. C'est pas facile, ça non plus. C'est gossant. Pour les détraqueurs de Félix, Tiafoe qui avait fait tomber. Les détraqueurs. Pour tous ceux qui aspirent son nom, mais tout son bonheur, je tiens à dire. Mais vous savez que je suis un grand fan d'Harry Potter. C'est vrai. Mais dans le fond, Tiafoe qui avait fait tomber Tsitsipas, qui était la tête de série de cette partie du tableau. Là, fait que... Puis honnêtement, Tiafoe... Favori de la foule. Favori de la foule. Puis si j'avais eu, moi, à faire un top 32 des joueurs qui s'amenaient au US Open, il est définitivement dans mon top 32. Là. C'est une tête de série. C'était pas marqué à l'écran qu'il était tête de série, mais
c'est un très bon joueur de tennis, surtout sur dur, puis surtout devant sa foule. Ben oui, c'est Il adore ça. un peu moins connu, là, mais tu sais, Tiafoe, il y a comme un espèce de parallèle qui est possible avec un Kyrgios. Tu sais, c'est un showman, Tiafoe. Il se présente là pour donner un spectacle aux personnes qui sont venues le regarder. Puis en plus, quand c'est chez eux, on dirait que... Il s'enflamme. Ah ouais, il s'enflamme, puis Donc moi... il est très dur à jouer. Là. Ouais, vraiment. Pour 100%. battre Tsitsipas, au final... Ah oui, puis il me semble que ça fait 2 grands chelems d'affilée qu'il bat Tsitsipas tôt. Il Wimbledon, avait- première ronde. T'as raison. C'est vrai. Est-ce que j'ai Non, raison? non, c'est pas... C'est- Ah oui, je suis pas mal sûr que C'est c'est... vrai, je suis pas mal sûr que c'est Tiafoe. Ouais, ben là... J'ai on- vu, je suis ouais. sûr. On Hey, a ça, pas... Sais-tu que Tiafoe l'a battu? Ou ils se sont-tu pognés aux Olympiques? Je sais plus. Non, je Je suis pense pas pas. mal sûr. Je pense que c'était à Wimbledon. moi. Ouais, Wimbledon, Tiafoe avait sorti Tsitsipas, puis c'était comme la surprise au premier tour, parce que Tsitsipas, il y avait du monde qui le voyait vraiment loin à Wimbledon. Mm. Il Mais était Tsitsipas chaud. au US, c'est vraiment Tiafoe. Là. Ouais. Ok, cool. Ouais, en tout cas, ce gars-là aime les grosses têtes de série, Tiafoe, faut le dire. Il aime jouer contre quelqu'un qui a une cible dans son dos. Ouais. Et Félix s'en sort en 4-7, sans même amener ça en 5-7. Moi, j'aurais cru que ça allait en 5-7. Par la suite, quart de finale contre Alcaraz, très anticipé comme quart de finale. T'as Alcaraz qui, lui, fait un dream run là, qui est Ouais. pas censé être en quart de finale et tout. En passant, c'est Alcaraz qui a battu Tsitsipas au US. Ah, c'est Hey, ça! mon Dieu, Hey, pourquoi mon c'est erreur. My Qui God. a battu Je le Tiafoe savais. d'abord? Qui a battu Tiafoe. Qui avait battu avant Tiafoe? Il a battu une tête de série, Tiafoe. Hey, c'est Hey, vrai, c'est Alcaraz. gênant. Ouais, c'était malade ce Les gars, match-là. on s'en souvient pas. Mais Alcaraz Tsitsipas, gros match, très Mm. médiatisé. Je sais pas pourquoi on l'oublie, mais Mais dans les meilleurs matchs du US ah ouais, aussi. si Ouais. c'est pas le, Je dirais le. c'était malade, puis ça fait tout un tollé ce match-là après. Mais ouais, fait qu'il Pour pogne plein de Alcaraz raisons. en quart de finale, qui est bon. C'est Alcaraz en quart de finale, toujours content parce qu'il est pas censé s'être rendu là. Il est pas censé avoir le niveau des 8 joueurs qui se rendent en quart de finale. Cela dit, il a tout le momentum avec lui, puis il a 18 ans, c'est Mhm. comme un peu un favori. Et Félix s'en sort très bien, même si il arrive ce qui arrive au troisième set. Là. Au deuxième. Au deuxième? Ouais. OK. 3-1 au deuxième, puis pardon, Ça a été très abandon Ouais. d'Alcaraz. Donc, C'est très émotif. Hein. ouais, Le chat dans la gorge. c'est que moi je comptais pour l'Espagnol. Mais c'était Euh, sa chance, tu sais, à Félix de, tu sais, ils s'étaient rendus encore à Wimbledon, si je me trompe pas. Se rend encore au US Open, affronte Alcaraz. Puis, tu sais, autant qu'Alcaraz a battu Tsitsipas, on vient de le dire. Mais je pense que tu sais, Félix était favori dans ce match-là pour aller le chercher. Oui, Puis, ouais. il a profité un peu de d'une la, chance. ouais, tu sais, de la blessure. Mais, tu sais, ça enlève rien au fait que tu es rendu en demi-finale de Grand Chelem. Et là, par contre, il a pogné un mur Ah! assez costaud. en ce demi-finale. mur-là s'appelle Daniil Medvedev là, qui a perdu un set dans le tournoi, donc à la Raducanu, là, a tout cassé sur son passage au US Open. C'était son tournoi, il n'y avait pas de doute là-dessus. Lui, c'est sa surface, il aime le dur, puis le US Open, c'est comme C'est son tournoi. son là. tournoi, là, vraiment. Donc vraiment, perdre contre Medvedev en 3-7, bon, c'était anticipé, honnêtement. Mhm. Si quiconque avait eu à faire un pari, il aurait dit Medvedev en Mhm. 3. Je pense que c'était logique. Mais bel effort dans les 2 premiers sets. C'est un 6-4, 7-5. Troisième set, 6-2, évidemment. Évidemment, Puis, il y c'est a difficile de garder un niveau avec Medvedev. Puis il y a certains moments que Félix avait l'avantage. Là. Si je me trompe pas, dans le premier set, à un moment donné, Félix était devant, il avait juste conservé son service. Tu sais, il est arrivé plusieurs événements qui ont tourné le match, forcément. Mais c'est un match que si t'enlèves quelques échanges clés qui ont été forcément du côté de Medvedev, ben peut-être que l'histoire du match aurait été différente là, à ce moment-là. Surtout le deuxième set, je pense. Là. Tu sais, à 6-5, en fait, Mhm. je pense que si Félix pouvait recoller à ce moment-là, il est bon en tie-break, on l'a vu. là. Ouais. Tu sais, comme ses tie-breaks au US Open, il les gagnait pratiquement. Il les a tous gagnés. Tous gagnés. Donc, il est 5-5 au US pour les tie-breaks. Donc, tu sais, à ce moment-là, s'il amenait ça en tie-break, un 7-1, qui sait, troisième set, tu sais. Mais honnêtement, Medvedev. Il y a la semaine de sa vie, la semaine passée. fait que- Moi, je Ah, pense pas que c'est la beaucoup, semaine de. En tout cas, j'ai Beaucoup. une opinion sur Medvedev là, qui est. Moi, Vas-y je donc. crois qu'il est on a numéro dit- 1 on a dit mondial. ça. Il est numéro 1 mondial d'ici
Roland Garros l'an prochain. Ah ouais? Ouais. Puis à Roland Garros, il va le perdre. Non, parce qu'il n'y a aucun point à défendre. Cette Non, il y en a. Roland. Non, il il a a fait genre fait un une- 3e, Arrête donc. 4e tour. Ouais, ouais. 3 Il était 4e. Ben là, Ouais. je veux dire, c'est Ben. Medvedev. Là. Il va être capable d'accoter ça, à mon avis. Mais Moi, mais tu sais, bon. Peu importe. Pour revenir à ouais, Félix, à Félix. demi-finale, c'est vraiment au-dessus de nos attentes. Forcément. Là. Puis ça doit faire un baume sur sa confiance parce que ça fait 2 grands chelems de suite qui réussit à vraiment s'imposer dans les meilleurs, qui sont les tournois les plus durs, les tournois pour lesquels les joueurs s'arrangent pour piquer. Là. C'est Mhm. les gros moments de la saison. Félix a réussi à s'en sortir. Fait que à tous ces détraqueurs, j'aimerais dire retournez chez vous. Là. Vous avez pas rapport. Retourne dans ton monde fantastique. Qu'est-ce que vous faites au tennis? Bon. Sacré moldu. OK. Euh, Culture pop. Fait que Medvedev, grand gagnant Ouais. du côté masculin, qui empêche Novak Djokovic, par le fait même de faire son grand chelem calendaire, d'aller chercher le 21e grand chelem. Djokovic avait toute la pression sur ses épaules. Trouvez-vous Ah, que ça l'a franchement. paru en finale? Bah oui, forcément. là. Moi, j'ai eu aucune surprise en finale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens Mhm. Tu nous l'avais dit, qui voyaient Djoko gagner ça serré contre Medvedev et tout. Il allait s'en sortir un peu à la Zverev qu'il a fait en demi-finale. Mais moi, après son match en demi, en termes de niveau de jeu, il n'y avait pas de doute. Là. Medvedev était une classe au-dessus de tous les autres joueurs dans ce tournoi-là. Puis c'est malheureux pour Djoko. Là. On l'a vu un peu à la fin du... Ah oui, c'était très, pour ceux très qui ont- émotif. Là, Ouais, comme pour vraiment. ceux qui ont vu la finale, on l'a vu, là, c'était très émotif. Puis évidemment, là, quand tu es sur le bord de l'histoire comme ça aurait été probablement le match, la victoire la plus historique Ouais. de tous Oui, les temps. parce que pour ceux qui... 21. Ouais, 21 Grand Chelem qui dépasse, tu sais, qui aurait dépassé Federer et Nadal. Qu'est-ce qu'Alexis parlait il y a quelques instants? C'était de gagner les 4 Grands Chelems, les 4 tournois majeurs en une seule année. Fait que ça prouve à quel point ça aurait été. Ben, ça l'a été, mais Mais ça c'est aurait été encore le meilleur plus. joueur au Ouais, monde, c'est ça. là, forcément. C'est une année de domination Ouais. pour Novak Djokovic de s'imposer en Australie sur dur, sur terre à Roland, sur gazon à Wimbledon et encore sur dur. Une finale. Ouais. Mine de rien. Ouais, c'est C'est ça. ça, On est on- comme bon, il perd en finale. Parle d'une affaire, toi. Puis Mais je pense ça- que tu sentais tu sais, l'émotion, le stress. Tu sais, Djokovic, par le passé, a brisé quand même plusieurs raquettes. Là. C'est arrivé souvent, mais ça faisait longtemps que moi, personnellement, j'avais pas vu Djokovic frapper sa raquette à terre, être en beau fusil. Frappé dans le cou d'une juge de ligne. non, non, ça fait juste un Ça, an. ça fait juste un an, mon erreur. Ça, on y reviendra, là, mais... Ouais. Mais non, c'est un peu dommage pour Djoko. C'était prévisible. Medvedev a une demi très facile. Puis Djoko joue un très long match contre Zverev, où le momentum était du côté à Zverev, du côté à Djoko, du côté à Zverev. Tu sais, puis le fait qu'il passe à travers, je pense que c'était juste... Je pense que ça démontrait juste un peu que Zverev, bon, il y a encore un peu de la difficulté avec se rendre jusqu'au bout. Là. On l'a vu Mhm. l'an passé en finale, c'était pénible à Ouf. voir là, quand il a perdu son avance de De 2-7 et 1 bris. Je sais Ah pas pourquoi ouais. j'en ris. C'est vraiment, Non, mais c'est c'est drôle. vraiment méchant. c'est Tu ris parce que c'est drôle. c'est comique. C'est vraiment comique. Mais ce qu'il Djokovic, Hey. non, c'est le joueur qui a le plus de solutions Ouais, il dans son trouve. arsenal normalement. Il trouve Il des réussit solutions. toujours à forcer un set de plus, puis finalement aller chercher le match. Puis contre Medvedev, c'est comme si il est en cours de solution. Il n'y a rien qui allait de son bord, tu sais. Mais malgré tout, tu sais, il y a quand même eu un moment, là, que je pense, si je me trompe pas, là, je dis ça un peu spontané. C'était 5-1, je pense, dans le dernier set pour Medvedev. Ouais, il a rebrisé. C'est ça, mais- tu sais, dans le sens, Djokovic, c'est tout le temps ce genre de joueur-là que tant Ah que t'as pas levé les bras parce que tu l'as battu, tu sais jamais comment que le match peut virer. Mais contre Medvedev, il manquait tout le temps, tu sais, 6-4, 6-4, 6-4. Ouais. Ouais. Tu sais, tout le temps, on espèce de le petit quelque chose qui aurait pu tourner la switch à on puis changer le momentum. Puis- là, mais bravo à Medvedev Ouais, d'avoir ouais, conservé. Parce que Puis- Dieu sait que c'est difficile contre Honnêtement, Djoko. Content pour Medvedev. Selon les standards de Djokovic, puis ça va faire bizarre de dire ça, mais c'était pas vraiment un bon tournoi parce que tu le sentais au plan de son niveau de jeu. Tu sais. Mhm. Il perdait tout le temps le premier Oui, set. Ah, c'est vrai. À un moment donné, tu peux pas te permettre ça contre Medvedev. Là. Je veux dire, ça fait 5 matchs genre, que tu perds le premier set. Là, tu te dis, OK, il a Tu encore sais qu'il perdu faut- contre Medvedev, mais Ouais. non. Là, à un moment donné, ça te rattrape. Puis
Ah, contre Medvedev, il pouvait définitivement pas se permettre de perdre le premier, on dirait. Là, Non, puis il l'a dit lui-même après, il dit que tu sais, la pression jouait pour beaucoup, puis même dans sa vie personnelle, ça le rattrape à maner parce que c'est beaucoup, tout le monde en parle. C'est des questions à chaque conférence de presse. Il y en a une à chaque match, à chaque début de tournoi. Ça fait beaucoup là, à maner. Puis il a dit, l'émotion que j'ai ressentie ou le sentiment que j'ai eu à la fin de cette finale-là, c'était du soulagement parce que C'est fini. c'est fini ce stress-là du Grand Chelem calendaire qui aurait pu marquer l'histoire. Hey, mine de rien, c'est 3 Grands Chelems dans une année, puis t'es c'est énorme. à égalité avec les 2 autres géants du tennis masculin. Fait que... Ça, c'est un autre débat, mais si tu y allais avec les chances, en fait, qui a les odds de finir avec le plus grand nombre de Grands Chelems? Je pense que c'est assez évident. Juste en termes d'âge puis en termes de prime présentement. Il est encore favori pour gagner l'Australian Open. Il n'y a aucune chance qu'il soit pas favori. C'est la meilleure année de sa vie, Djoko. Ah ouais. Ben, 3 Grands Chelems plus une finale. Il a pas fait ça. T'es sûr? Ben, il a pas fait ça. Mais en même temps, il me semble que c'était en 2011 qu'il avait été. Il a déjà gagné 3 Grands Chelems. Puis il avait gagné autre chose. Puis il gagnait le tournoi par dessus. Il est peut-être dans son prime en ce moment. C'est ça que je veux dire. Il connaît les meilleures années de sa vie au niveau tennis. On le sentait, par exemple, c'est vrai ce que tu disais, fatigué au US Open, pas dans la meilleure zone, tu sais, puis on vante les exploits de Djokovic, ces exploits-là sont tangibles, mais tu sais, c'est beaucoup de sets joués versus Medvedev, puis il y a quel âge Djokovic? 33, si je me trompe? Tu sais, comme fait qu'au non, 34. 34, hey, tu sais, rendu en finale, quand tu as joué 5, voire 6 sets de plus que ton adversaire qui est Daniil Medvedev, là, on dirait que c'était vraiment difficile pour lui. Là, puis moi, je sais pas si c'est une opinion impopulaire, mais je pense vraiment que ça, c'est un turning point. La next gen, je pense que ce tournoi-là en particulier, je pense que ça annonce que les Nadal, Federer, Djokovic vont gagner beaucoup moins de Grands Chelems, peut-être un par année. C'est un hot take. Là. Moi, je suis pas nécessairement d'accord. Je pense que 2022, ça va peut-être être 2-2. Moi, je pense pas que Nadal gagne Roland, man. Genre... Marco, il va. Marco, il va de confession. Moi, j'essaie vraiment de te provoquer. Puis au final, ça fonctionne. Mais je sais pas. Australian, je vois Djoko. Après ça, free for all. Tsitsipas pourrait gagner French Open. À un moment donné, les années les rattrapent, là. Ces 3 gars. Attends. Wimbledon, c'est un débat qu'on va revoir, premièrement. Là, tout ça, ça va sûr. On va revoir cet épisode. C'est certain. Mais tu es en train de me dire que tu vois quelqu'un d'autre potentiellement que le Big Three gagner Wimbledon? Ouais. Non, Sur ce, mesdames, messieurs. Ça, c'est... Félix Auger. Non, Berrettini. C'est pas bon. Pourrait bien. Il pourrait, peut-être. Peut-être un genre de Chilich, là. Gagne un petit Grand Chelem, puis après ça, pli bagage. Mais Boulamite. Mais on s'en reparlera en été 2022. Exactement. Quand que Federer va avoir soulevé son 22e titre du Grand Chelem. Lennon, il rêve en couleur. Lennon, ça se voit pas, mais il a son chandail de Federer. Son C'est chandail ça. Il le met tout le temps, puis il s'en swing. Parlant de swing, on passe à la prochaine épisode. Merci de nous avoir écoutés. C'était le fun. Crime, une belle petite discussion, les gars, sur le plus récent Grand Chelem. Un Grand Chelem mémorable. Ouais, vraiment. On l'a déjà dit, mais je pense pas qu'on va revoir ça dans les 5 prochaines années. Non, là, surtout la finale femme. Bravo à Leila, bravo à la famille de Leila. On le sait qui sont partis de rien. C'est started from the bottom, now we're here. C'était une situation précaire. Il arrive au Canada. Beaucoup de beaux mots de Leila, très élégante quand il est le temps de finir ses matchs, de parler à la foule. Alors, bravo à Leila. Beaucoup de maturité pour une personne de 18 ans. Ouais. Sur ce, on se revoit dans le prochain épisode. J'ai eu beaucoup de fun, les gars. Moi aussi. Moi aussi. Puis oubliez pas, je pense qu'on aimerait savoir, vous, c'était quoi votre moment favori du tournoi? Il y en a eu, pour vrai, là, plus d'une dizaine des moments qui méritent d'être soulignés. Est-ce que c'était Tsitsipas Alcaraz, peut-être? Peut-être. Ou Aliassime Bautista Agut, qui était peut-être mon favori. Leila qui a peut-être 4-5 chances d'avoir des moments favoris. Ouais, c'est vrai. Bref, laissez-nous le savoir. 100%. On veut lire ça. On veut lire ça. Et on se voit dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Bye. Ciao.